Donc bonjour, chapitre 12, évolution spontanée d'un système chimique. Donc ce qu'on va voir dans cette leçon, vous allez apprendre une nouvelle réaction chimique. En fait, il existe deux grands types de réactions chimiques. Voilà, et là on va voir un deuxième type. Je vais vous expliquer. Alors, donc ces deux réactions chimiques, il y a une réaction chimique qui s'appelle réaction totale et l'autre qui s'appelle réaction limitée. Celle que vous connaissez, vous, c'est réaction totale. Donc on va voir ce qu'est une réaction limitée. Alors pour ça, je prends un exemple. Donc on imagine une expérience dans un premier temps. On a de l'eau, dedans on verse cette quantité-là, c'est de l'acide éthanoïque, et on mélange et on obtient 100 millilitres, 100 millilitres en tout. On va faire le tableau d'avancement. On va faire le tableau d'avancement. Donc d'abord, on écrit la réaction. Donc l'acide éthanoïque, c'est un acide. L'eau, ici, c'est une base. Donc l'acide cède. Cette H va ici. Donc on va voir CH3CO- et H3O+. Voilà. On écrit le tableau d'avancement. Alors la quantité introduite, eh bien c'est celle-là. Voilà. L'eau est en excès. Au départ, il n'y a pas de, les ions ne sont pas là. Donc ensuite, bon, je remplis, voilà, Xmax, voilà. Je cherche la valeur Xmax, donc là, ça ne pose pas de problème, c'est forcément le réactif en défaut, donc Xmax vaut ça. Donc je mets 1,010-3 ici, ici, et ici 0. Voilà ce que je trouve. Alors maintenant, ce que je vais faire, expérimentalement, je vais faire une expérience réelle, pour bien vérifier que le Xmax, eh bien, c'est 1,010-3. C'est-à-dire que la quantité finale du H3O+, c'est bien 1,010-3. Donc je vais chercher Xmax réel, expérimentalement, si vous voulez. Alors pour ça, comme c'est expérimental, il me faut une mesure. Il me faut une mesure qui me permette de connaître Xmax ou la quantité d'ion H3O+. Et bien, cette mesure, ça va être le pH. Donc on mesure le pH de cette solution et on trouve 3,4. Alors, donc ça, on va dire que c'est le Xmax théorique, et moi je cherche le Xmax expérimental. Alors, il ne s'appelle pas Xmax expérimental, il s'appelle X final, d'accord, l'avancement final. Donc j'introduis une nouvelle grandeur, l'avancement final, je dis ce que c'est la valeur de l'avancement expérimental à la fin de la réaction, d'accord. Si vous voulez, c'est l'avancement maximal réel. Bon, eh bien, pour trouver Xmax, il suffit de dire que Xmax, c'est la quantité d'ion H3O+ formée à la fin de la réaction. Et ça, je vais connaître ça grâce au pH. Bon, alors, je vais doucement. Je dis que Xmax, c'est la quantité d'ion H3O+ finale, c'est-à-dire que c'est la concentration en ion H3O+ fois le volume. Voilà, c'est-à-dire, donc la concentration en ion H3O+, avec le pH, c'est 10 puissance moins pH, fois le volume qui est de 100 ml. Donc, alors je crois que j'ai mis la formule, oui, 10 puissance moins pH fois V, donc ça fait 10 puissance moins 3,4 fois 110 moins 3 ou 0,100, comme on veut. Voilà. Donc on calcule ça, et on trouve 4,0 10 puissance moins 5 mol. On ne trouve pas du tout 1,0 10 puissance moins 3. Donc ça c'est quand même bizarre. Alors ce que je vais faire, je vais réécrire cette dernière ligne là, l'état final, mais avec les valeurs expérimentales que je trouve, les vraies valeurs. Ça c'est les vraies valeurs. Donc ici je vais avoir, alors je vais marquer, je vais marquer X, voilà, alors c'est différent. Voilà, donc à la place de XM, je mets X final, excès, X final, X final. D'accord, voilà. Et maintenant je remplace, d'accord, je remplace XF par ça. D'accord, donc voilà, ça donne ça, ça et ça. Bon, alors je m'aperçois de la chose suivante, je m'aperçois d'un truc bizarre, c'est que le réactif en défaut n'est pas entièrement consommé. Ça c'est quand même bizarre. Comment on peut expliquer que dans une réaction, voilà, donc ça c'est en excès, l'eau est en excès, donc en principe celui-là devrait être entièrement consommé. Comment ça peut s'expliquer? Donc là je vais vous montrer une simulation qui permet d'expliquer ça. Alors d'abord avec cette simulation, je vais d'abord l'expliquer avec les réactions que vous connaissez, c'est-à-dire les réactions totales, et cette réaction, elle porte le nom de réaction limitée. Alors d'abord la simulation avec les réactions que vous connaissez, donc voici la simulation. Donc la molécule bleue, eh bien, ça va être l'acide éthanoïque, la molécule rouge, ça va être l'eau,
La molécule verte, ça va être l'ion éthanoate, hein, CH3CO-. Et la molécule, le cercle jaune, là, ça va être H3+. Bon, mais je vais dire molécule bleue, rouge, c'est plus simple. Hein. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand la molécule d'acide rencontre l'eau, voilà, la molécule d'acide cède H+, voilà, et la molécule d'acide se transforme en molécule d'acide éthanoïque, CH3CO-, et la molécule d'eau, elle se transforme en ion CH3, en ion H3O+. C'est ça qui se passe. Hein. À chaque fois qu'il y a un choc, entre la bleue et la rouge, il se forme la molécule verte et jaune, d'accord, à chaque choc. Okay, donc c'est ce qu'on va voir ici. Hein. Donc attendez, ça, je ferme. Pourquoi il met ça? Bon, donc voilà, les réactions que l'on va voir, voilà, hein, elles sont là. Alors je mets animation en continu. Donc voilà, donc. Alors, quand il y a, voilà, par exemple, deux chocs entre des rouges, ça fait rien. Ah oui, alors ce que j'ai peut-être pas précisé, alors au départ, on a 50 molécules bleues, 50 molécules rouges et 0 verte et 0 jaune. Et à chaque fois qu'une rouge rencontre une jaune, eh bien, on a une molécule en moins, et ici, une molécule en plus. Donc là, à l'état actuel, eh bien, on n'a plus que 42 molécules bleu, et il s'est formé 10 molécules vertes. Et on voit les quantités ici formées, hein, la quantité de verte formée et la quantité de bleu qui diminue. Bon, alors, on comprend ce qui va se passer, hein, c'est que, eh bien, à un moment donné, ici, toutes les molécules bleues vont rencontrer les molécules rouges, à un moment donné, forcément, hein, statistiquement, et donc on va voir 0, 0, et ici, 50, 50, d'accord? Simplement, ça va prendre de plus en plus de temps, puisque y a de moins en moins de bleu et de rouge, donc statistiquement, cette configuration-là, elle va être de moins en moins probable. D'accord. Donc, c'est pour ça que ça ne descend pas linéairement, hein, mais voilà, ça va descendre progressivement. Bon, alors, on va pas attendre, hein, on va pas attendre que tout soit ici, que tout soit transformé en vert et jaune, hein, ça va être trop long. Donc, moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait avant. Et je vais vous montrer, le résultat. D'accord. Alors, je vous montre ça. Alors ici, j'ai écrit qu'effectivement, le réactif en défaut n'a pas été entièrement consommé, et c'est ça qui est nouveau. Hein. Alors, voilà ce qu'on obtient au bout d'un temps très long. Donc, vous voyez, ici, on n'a plus que 2. Bon, j'aurais pu continuer encore plus. Hein. Ici, 2, ici, 48, et voilà, c'est très très long. Hein, d'accord, hein, le nombre de chocs est très important. Bon, voilà, donc ça, c'est les réactions que vous connaissez. Le réactif en défaut, quoi. Bon, j'en ai quoi, là ils sont introduits dans les proportions stoichiométriques, on va dire, et donc ils sont entièrement consommés à la fin de la réaction, c'est normal. Alors maintenant on va avoir une réaction dans laquelle le réactif en défaut n'est pas entièrement consommé. D'accord. Donc je retourne à la simulation et je reviens avant. Alors, l'explication est la suivante. Pourquoi le réactif en défaut n'est pas entièrement consommé? L'explication est la suivante. Eh bien, c'est que une fois que CH3CO- est formé et H3O+ est formé, eh bien, ils peuvent réagir ensemble et reformer les réactifs. C'est ça qui se passe. Donc on a une réaction qui se fait dans l'autre sens. Donc du coup, on nomme les sens. Quand la réaction se fait de gauche à droite, on appelle ça le sens 1. Et quand la réaction se fait de droite à gauche, on appelle ça le sens 2. Alors on appelle, le sens 1, on appelle ça aussi le sens direct, et le sens 2, le sens indirect. Donc, pour montrer que la réaction dans le sens 2 peut se faire, eh bien, on joue là-dessus. Hein, regardez. On appelle ça l'efficacité des chocs. Donc, dans la première simulation que j'ai faite, eh bien, j'ai dit que quand une molécule bleue rencontrait une molécule rouge, eh bien, il se formait une molécule verte et jaune. Mais quand une molécule jaune rencontrait quand une molécule verte rencontrait une molécule jaune, il ne se formait rien du tout. C'est pour ça qu'il y a 0 sur 10. D'accord. Donc maintenant, je vais mettre... alors ça, voilà, il n'a plus affiché message. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre 10 sur 10 ici. Voilà, 10 sur 10. Voilà. Donc ça veut dire que quand une molécule verte rencontre une jaune, il se forme à nouveau une bleue et une rouge. Eh bien écoutez, on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc on y va. Hop. Et je fais comme ça. Et puis je ne vais pas faire au ralenti, hein, je fais rapide. Hein, voilà.
Bon, alors au début, ça décroît assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de rouge et de bleu. D'accord? Ça décroît assez rapidement. Mais au fur et à mesure que le temps s'écoule, il va y avoir des jaunes et des vertes qui vont apparaître, et elles aussi, elles vont se rencontrer. D'accord? Et donc ça va donner des bleus et des rouges. Donc il va y avoir une stagnation. D'accord? Donc on attend. Vous voyez, ça décroît moins vite que tout à l'heure quand même. Moins rapidement. Voilà. Alors, bon, on va pas attendre. On va attendre comme ça un petit peu. Alors, vous voyez, il se peut que ça remonte un petit peu. C'est tout à fait possible, statistiquement. Voilà. Mais on comprend bien que au bout d'un temps très long, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Voilà, regardez, on a 28, 28, 27, 27, 23, 23. Voilà. On comprend bien qu'au bout d'un temps très long, eh bien, on va avoir 25, 25, 25, 25, c'est ça qui va se passer, d'accord? Bon, alors pareil, je l'ai fait pendant un temps très long, et je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Vous voyez, 10 sur 10, 10 sur 10 dans ce sens-là, 10 sur 10 dans ce sens-là. Voilà, ça donne ça. Donc on oscille autour de 25, 25, 25, 25, 25. Bon. Alors maintenant, je retourne, je voudrais quand même voir qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser. C'est que, regardons la quantité de réactifs en défaut qui reste. 9,6 10-4. On en a mis combien au départ? On en a mis 1,0 10-3, ce que je peux écrire 10 fois 10 puissance moins 4. Donc en fait, on est passé de 10 fois 10 puissance moins 4 à 9,6 fois 10 puissance moins 4. Donc on est passé de 10 à 9,6. Donc en fait, il y a 0,4, 10 moins 4 qui ont été consommés. C'est rien du tout. En fait, cette réaction, elle n'a quasiment pas eu lieu. Le réactif, il n'a quasiment pas été consommé. De 9,6, de 10 à 9,6, ça fait 0,4, ça fait 4%. D'accord? Donc il y a 4% des réactifs qui ont été consommés, c'est-à-dire rien. Donc c'est une réaction qui ne se fait pas bien du tout. Il y a très peu de réactifs formés. Voilà. Donc ça aussi, il faut l'expliquer. Pourquoi elle se fait pas? On n'a pas entre guillemets à la fin 25, 25, 25. Voilà, il n'y a pas une égalité, si vous voulez. Donc ça aussi, il faut l'expliquer, et donc ça s'explique avec la simulation. Donc je reviens. En fait, c'est une histoire d'efficacité des chocs. On va dire. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la réaction dans le sens 2, elle se fait beaucoup mieux que la réaction dans le sens 1. C'est ça qui se passe. Donc, le 10 sur 10, qu'est-ce que ça veut dire quand on met 10 sur 10 ici et 10 sur 10 ici? Quand on met 10 sur 10, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une bleue qui rencontre une rouge, eh bien, il se forme automatiquement une verte et une bleue. Mais, ce que je vais faire, je vais diminuer. Je vais mettre ici 2. Voilà, 2 sur 10. Eh bien, pour que la verte et la jaune se forment, il faut que... ça marchera simplement 2 fois sur 10. 2 fois sur 10, on aura 10 chocs, mais donc au cours de ces 10 chocs entre la bleue et le rouge, seulement 2 vont fournir ça. Et en revanche, je vais laisser 10 sur 10 ici. Donc on y va. Voilà, donc 2 sur 10, 10 sur 10, hop, j'enlève animation ralentie, voilà. Et donc on y va. Alors, donc voyez ça stagne, parce qu'il faut qu'il y ait 10 chocs pour que 10 chocs entre ceux-là pour que ça fasse la verte et la bleue. Donc vous voyez, ça décroît beaucoup moins vite. Vous voyez, le réactif bleu est consommé, très peu consommé en fait. Voilà. Donc ça, voilà, on imagine qu'on va laisser un temps très long. Et ce qu'on comprend, c'est que voilà, la courbe ne va pas aller jusqu'à 25, elle va aller jusqu'ici, jusqu'à 40%, on va dire. Et ici, ça va monter jusqu'à 10. D'accord? C'est parce que donc, la réaction dans le sens 2, dans le sens indirect, se fait beaucoup mieux que la réaction dans le sens 1. D'accord? Donc j'arrête ça. Voilà. Et je vous montre. Voilà, c'est ici. Voilà, vous voyez, regardez, 2 sur 10, 10 sur 10, vous voyez. Donc voilà, voilà, on est à 35%, à peu près ici. D'accord? Voilà, ça explique pourquoi le réactif est très peu consommé. Le réactif est très peu consommé parce que la réaction dans l'autre sens se fait beaucoup mieux, dans le sens indirect. Bon, voilà, ça c'est la première. Alors donc maintenant ce qu'on va faire, on va définir réaction totale, réaction limitée. Bon, alors, on va commencer par réaction limitée. Alors, voilà ce qu'on écrit, réaction à la fin de laquelle le réactif en défaut n'est pas entièrement consommé.
Alors quel est le critère mathématique pour savoir qu'on a une réaction limitée? Eh bien, on a XF, qu'on avait calculé, le Xmax expérimental, qui est plus petit que le Xmax, c'est-à-dire le Xmax théorique. Voilà. XF inférieur à Xmax. Voilà. Alors maintenant, comment ça se note? Comment on écrit une réaction limitée? Ça se note comme ça. Vous voyez, on met une double flèche parce que ça veut dire que les deux réactions sont possibles. Alors en fait, ce que je vais préciser, c'est que les réactions, elles ont lieu simultanément. D'accord, voilà, parce que dans ma simulation, il y avait simplement deux molécules qui réagissaient au milieu. Mais non, mais en fait, toutes les molécules du Bécher réagissent en même temps. Donc c'est deux réactions qui se font simultanément en même temps. D'accord. Alors, notre réaction, cette réaction, on dit qu'elle est limitée. Alors on peut dire qu'elle est très limitée, puisque la réaction, elle se fait pas bien du tout. Donc c'est-à-dire que la réaction dans le sens 1, elle se fait pas bien, et la réaction dans le sens 2, elle se fait bien. Alors ce qu'on peut faire, on peut dessiner une petite flèche ici, de gauche à droite, pour montrer que la réaction dans le sens 1, dans le sens direct, ne se fait pas bien. D'accord. Mais bon, voilà, il suffit de dessiner ça. D'accord. On ne va pas préciser. Voilà, je vous le dis juste comme ça. On peut faire ça. Voilà, voilà ce qui montre que la réaction là est très limitée et que le réactif en fait en défaut est très peu consommé. Alors voilà, donc là j'ai un peu expliqué ce que j'ai dit oralement, donc sens 1 ou sens direct, voilà, le choc est peu efficace entre les deux réactifs, et ici les chocs sont plus efficaces, c'est ce que j'ai expliqué. Et voilà, ces deux réactions se font simultanément, en même temps. Alors les réactions totales, eh bien on va dire que c'est une réaction à la fin de laquelle le réactif en défaut est entièrement consommé, c'est ce que vous avez vu jusqu'à présent. Voilà. Et dans ce cas-là, bien sûr, on a XF qui est égal à Xmax. Voilà, et ça se note avec une flèche comme ça, c'est ce que vous avez toujours fait, vous avez toujours noté, voilà, c'est les réactions totales. Alors maintenant, voilà, on peut donc prévoir si une réaction est totale ou limitée, vous avez une certaine réaction, on vous donne des paramètres expérimentaux, des valeurs expérimentales en plus, et puis voilà, on peut vous demander est-ce que cette réaction est limitée ou pas. La première méthode, c'est celle-là, il faut calculer XF et Xmax, et si XF est inférieur à Xmax, la réaction est limitée, et si à égalité, la réaction est totale. Bon, ça, on l'écrit. Voilà. Voilà, alors deuxième cas, alors on introduit une grandeur qui s'appelle le taux d'avancement. Alors les taux, c'est un rapport en général, ce qu'on appelle taux, et là le taux, le taux, eh bien c'est le rapport de XF sur Xmax. Voilà. Alors, si la réaction est totale, que vaut le rapport XF sur Xmax? Eh bien, comme il y a égalité, ça vaut 1. Et si la réaction est limitée, que vaut le rapport XF sur Xmax? Eh bien, comme ça, c'est inférieur à Xmax, et bien, taux est inférieur à 1. Hop, voilà. Donc, réaction limitée, taux inférieur à 1, ou 100%, effectivement. Et si la réaction est totale, taux égale 1 ou 100%. Bon, alors voilà, ça c'est fait, on a dit. Alors maintenant, le problème, c'est comment étudier les réactions limitées, parce que le réactif en défaut n'est pas entièrement consommé. Et le chimiste, ce qu'il veut connaître, c'est l'état final. L'état final, ça, il veut vraiment le connaître. Mais ça pose un problème, puisque le réactif en défaut est entièrement consommé, donc on ne peut pas dire que une des quantités de réactif est nulle, c'est pas possible. Donc il y a une grandeur qui permet d'étudier les réactions limitées. Donc on va d'abord les étudier tranquillement, on va dire, et puis dans une autre leçon, ça sera un peu plus approfondi. Mais avant de voir cette grandeur, on va faire une petite activité. Voilà. Alors cette grandeur, elle s'appelle constante d'équilibre. Alors d'abord la petite activité. Alors on imagine l'expérience suivante. Donc on mélange 50 ml d'une solution qui contient des ions sulfates, avec 50 ml d'une solution qui contient ces ions-là, les ions bismuth. On vous dit que la réaction est illimitée, et donc on obtient une solution qui contient forcément SO4 et Bi2+, parce que le réactif en défaut n'est pas entièrement consommé. Plus bien sûr les espèces formées, qui sont S2O8 et Bi3+. Voilà. Donc on fait 3 fois cette expérience-là, mais avec des quantités initiales de réactifs différentes. Donc je vous montre. Voilà. Donc la réaction, c'est celle-là. Alors on met soit on met des doubles flèches, ou soit on met égal aussi, pour nommer
voilà, on peut mettre égal pour mettre les réactions limitées. Alors, petite parenthèse, à partir de maintenant, si vous ne savez pas si la réaction est limitée ou totale, il faut mettre limité, comme on ne sait pas. Voilà. On ne peut pas dire que le réactif en défaut est entièrement consommé si on ne sait pas. Donc, vous mettez égal. Puis dans l'énoncé, si vous comprenez qu'elle est totale, eh bien, vous mettez une flèche. Mais si vous ne savez pas, vous mettez égal. Bon, alors la première expérience, eh bien, on met 5,10-3 mol de SO4 et 4,10-4. Voilà. Alors, on a une donnée, voilà, dans l'activité, on a une donnée, c'est la quantité formée de ce produit-là. Voilà. Dans la deuxième expérience, eh bien, je mets la même quantité de SO4 mais je diminue la quantité de billes de plus. Voilà. Dans la troisième expérience, je diminue la quantité de SO4 et j'augmente la quantité de BU5+. Je veux dire par là, j'ai mis un peu n'importe quoi. Voilà, on met un peu au pif, on met un peu au hasard. Voilà. Et donc du coup, ce qu'on va faire, on va remplir les tableaux d'avancement, dans un premier temps. Alors on va en remplir qu'un. Après les autres, bon, je vous donnerai, voilà, on en remplit un. Donc là, j'ai remis l'énoncé, et donc on remplit ensemble le tableau d'avancement. Alors, eh bien ici on va mettre 0 et 0, 0, 0. Ici on va mettre, donc ici on va mettre 5,10-3 moins 2x, 4,10-4 moins x, x et x. Voilà. Et là on va mettre directement, on va mettre directement le résultat numérique, mais on devrait mettre, alors on le met par la pensée, 5,10-3, alors, donc là, bon, je ne sais pas, ça va être xf si vous voulez. Bon, donc 5,10-3 moins 2xf, 4,10-4 moins xf, xf. Mais xf il vaut combien? Xf il vaut 3,10-4, on l'a, dans l'activité on l'a. Donc ici on sait qu'on a 3,10-4, ici on a 3,10-4, ici on a 5,10-3 moins 2 fois 3,10-4, voilà, donc ça donne ça. Et puis ici on a 4,10-4 moins 3,10-4, ce qui fait un 10-4, voilà. Donc on a rempli. Donc on fait la même chose, alors il y a une autre ligne, on vous demande les concentrations correspondantes. Des concentrations de cette espèce, de ces espèces-là à l'état final, dans le bécher. Alors on a combien de... Donc c'est la quantité divisée par le volume total. Alors le volume total c'est combien? Donc on a mélangé 50 ml avec 50 ml. Donc le volume total fait 100 ml. Donc c'est-à-dire 0,1 litre. D'accord? Donc il faut diviser ça par 0,1. Donc le fait de diviser par 0,1, ça revient multiplié par 10. Donc ici, on va avoir 4,4, 10 moins 2. 4,4, 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 3. D'accord? Donc voilà. Donc là, j'ai les concentrations de mes 4 espèces quand la réaction est terminée dans le bécher. Bon, alors je fais ça pour la deuxième expérience. Donc là, je vais vite. Voilà, on remplit tout ça. C'est exactement pareil, même principe. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va calculer une grandeur. Alors cette grandeur, la voici, vous l'admettez, voilà, cette grandeur-là. Alors on regarde un petit peu ce que c'est que cette grandeur. C'est une fraction, voilà, c'est une fraction. Alors qu'est-ce qu'on a au numérateur? Au numérateur, on a la concentration de ce produit multiplié par la concentration de ce produit-là, à l'état final. Alors on dit soit à l'équilibre, soit à l'état final. On aurait pu mettre petit f ici, voilà. À l'état final, on les a calculés. Donc ça veut dire qu'il faut faire ça fois ça. D'accord? Divisé par quoi? Par la concentration. Alors on verra après le 1 là, le 1, le 2 et le 1. Divisé par quoi? Par la concentration de l'ion sulfate fois la concentration de ces ions là, donc c'est-à-dire des réactifs. Donc c'est-à-dire ça fois ça. Alors qu'est-ce que c'est le 2? Le 2 c'est tout simple, donc ça veut dire vos carrés, donc on élève au carré. Et pourquoi 2? Eh bien parce que ça correspond, alors c'est un peu bizarre mais c'est comme ça, ça correspond au coefficient stoichiométrique, vous voyez, c'est voilà. Ici le coefficient stoichiométrique est de 1, il est de 1, il est de 1, donc pour les autres c'est 1. Voilà, si on avait eu un 5 ici, eh bien on aurait mis puissance 5. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu spécial, mais c'est comme ça. Alors, et on remplace, donc voilà, donc en gros il faut faire, alors S2, 8, 2 moins, voilà, c'est ça, donc ça fois ça, divisé par ça au carré, fois ça, d'accord? Bon, alors ça on imagine qu'on le fait, voilà, donc on calcule, voilà, de ça, voilà, l'équilibre final. D'accord, donc ça je dis que ces coefficients, c'est égal au coefficient stoichiométrique, d'accord? Et voilà. Et donc si on le fait, bon je ne vais pas le faire, mais si on le fait, eh bien on trouve 4,6 pour les 3 expériences. Alors c'est étonnant, mais c'est comme ça.
On trouve 4,6. Là, pour cette expérience-là, on trouve 4,6. Donc c'est-à-dire qu'on trouve quelque chose de constant. Et donc ça, on va le généraliser. Quand on a une réaction limitée, eh bien, ce rapport-là, bah, ça donne une constante. Et cette constante, on appelle ça la constante d'équilibre. Alors pourquoi d'équilibre? Eh bien parce que l'équilibre, c'est l'état final, si vous voulez. Notre système, il est à l'équilibre. Hein, il n'évolue plus. Hein. Donc on dit qu'il est à l'équilibre. Donc c'est la constante à l'état final, la constante d'équilibre. Voilà. Et grâce à ça, eh bien, on va pouvoir trouver l'état final. Voilà, mais ça, on le fera dans une autre leçon, parce que c'est un peu compliqué. Mais voilà, cette constante d'équilibre, elle permet d'étudier les réactions limitées quantitativement, c'est-à-dire trouver l'état final. Bon, ben voilà, ça, on va l'écrire. Alors, toute réaction limitée est régie par une constante appelée constante d'équilibre. Alors, c'est noté Kek. Hein, voilà. Expression de la constante d'équilibre K générale. Voilà, donc j'ai pris cette réaction-là. Hein, donc, alpha A plus bêta B donne gamma. Alors, c'est pas bien fait le gamma. Hein, gamma C plus lambda D. Donc, du coup, la constante d'équilibre, on va l'écrire comme ça. Hein. Donc c'est les produits d'abord, hein, ce qui est à droite, et il ne faut pas oublier les puissances correspondant aux coefficients stoichiométriques. Hein, donc concentration de D fois lambda ici. Hein, et au numérateur, les réactifs, et c'est à l'équilibre, à l'état final. Hein, on peut mettre petit f hein, ici aussi. Voilà, alors cependant, il y a des exceptions. Hein, il y a des exceptions, il ne faut pas toujours écrire les concentrations. Alors voilà, donc regardons les exceptions. Alors K est sans unité, et A, B, C et D en mol par litre. Voilà, donc ça vous le retenez par cœur. Alors, Kek est une constante qui ne dépend que de la température. Bon, ça sera une constante pour nous, hein, quand en terminale. Alors, voilà, petite remarque. Si un réactif ou un produit, hein, c'est de l'eau, c'est-à-dire le solvant plus précisément, ou si c'est un solide, eh bien, à ce moment-là, il ne va pas apparaître dans l'expression de Kek. Hein. Il faudra écrire 1 à la place, hein, ou fois 1, si vous voulez. Par exemple, si ça c'est de l'eau, hein, si D c'est H2O, hein, c'est le solvant, et bien ici, il faut écrire 1, ici. Voilà, donc ça ferait fois 1. Voilà, alors ici c'est un solide et de l'eau, et bien on va écrire 1 fois 1. Voilà. Et s'il n'y a qu'un solide, mettons, il n'y a qu'un solide, et bien on écrirait 1, c'est tout. Voilà. Voilà. Bon, ben on continue. Alors, un petit exemple. Écrire l'expression de la constante d'équilibre suivante. Bon, bah écoutez, on y va. Donc, on écrit K. Et donc, il faut diviser par quoi? Donc, ça, c'est le solvant. Donc, on va mettre 1. Ça, c'est un solide. On va mettre 1. Donc, on va mettre concentration de SO2. Puissance 1, on met concentration de SO2. Divisé par concentration de cette espèce-là. Fois cette espèce-là au carré. Et puis, on met petit ec ou F. Voilà. Voilà. Alors, donc voilà comment ça s'écrit. Hein, 1 fois ça, voilà. Ok. Bon, alors, en fait, l'expression que je vous ai donnée ici, c'est une expression simplifiée. Hein, c'est une expression simplifiée parce qu'il y a un problème, sinon, je vous ai dit Kek est sans unité. Voilà. Alors, pourquoi il y a un problème? Imaginons que C et D soient des solides. Donc, on va mettre 1 fois 1 ici. Et donc, du coup, au dénominateur, et mettons que les coefficients stoichiométriques soient de 1 et puis 2, mettons, ici on va avoir des moles par litre, et ici des moles par litre au carré. Donc, du coup, Kek a une unité. Hein. C'est 1 divisé par, voilà, tout ça. Il y a une unité. D'accord? Donc, alors, pour éviter ce problème d'unité, la vraie définition que je n'utiliserai pas. Hein. Moi, j'utiliserai celle-là. La vraie définition est la suivante. C'est celle-là. D'accord? Donc, on divise par C0, et C0 est égal à 1 mol par litre. Comme ça, on évite ce problème d'unité. Kek, là, est forcément sans unité. Voilà, puisqu'on a mol par litre divisé par mol par litre dans chaque parenthèse. Voilà. Eh bien, vous allez faire l'exercice 1 de cours que je mets ici. Voilà, vous mettez en pause. Exercice 1. Alors, écrire la constante d'équilibre de la réaction suivante. Bon, on y va. Donc, Kek égale. Alors, je tire une barre de fraction. Alors, au dénominateur, on a un solide, donc je mets 1. Et au dénominateur, eh bien, Ag plus Ec, donc puissance 3, fois PO4 3 moins, Ec, et puis, bon, puissance 1, donc je ne le mets pas. Voilà.
continue. Alors, ce qu'on va faire, on va étudier. Bon, voilà ce qu'on fait maintenant. On a une réaction limitée, hein, donc A plus B donne C plus D, mettons. Et ce qu'on va faire à t égale 0, on met du A et du B, mais aussi du C et du D. Hein, on met tout. Hein, on met voilà, les quatre espèces, hein, les réactifs qui sont à gauche, quoi, les espèces à gauche de la flèche et à droite de la flèche. Voilà. Et puis, on regarde ce qui se passe. Voilà, on regarde ce qui se passe. Donc, voilà, donc s'il y a une réaction ou pas. Voilà, c'est ça l'objectif. Alors, voilà, on étudie cette réaction-là, ici. Voilà, et donc à l'état initial, on introduit les quatre espèces ABCD. Alors pour regarder ce qui se passe, on va introduire une grandeur qui s'appelle la constante de réaction. La constante de réaction, c'est ceci, ça correspond à ça, mais à n'importe quel moment de notre étude, à l'état initial, en plein milieu ou à l'état final, d'accord? Parce que là, ce rapport, il est à l'état final, hein, Kx à l'état final. Donc, je définis une grandeur qui ressemble à celle-là, sauf que voilà, la seule différence, c'est que c'est pas l'état final, c'est n'importe quand. D'accord? Voilà. Alors, donc du coup, oui, alors ce que j'ai peut-être pas bien expliqué, c'est que quand on introduit les quatre espèces, ben, il va y avoir une réaction à l'intérieur. Voilà. Donc est-ce que c'est là, finalement au bout du compte, est-ce qu'il va y avoir plus de A et de B à la fin, ou plus de C et de D? Voilà. Ça dépend si la réaction se fait mieux dans le sens 1 ou mieux dans le sens 2. D'accord. Voilà, donc on appelle quotient de réaction, notre EQR, le rapport suivant, hein, quotient de réaction. Voilà, donc ça c'est au début, à la fin, voilà. Alors, ce rapport peut être calculé pour un état quelconque du système. Alors, à l'état initial, donc si c'est à l'état initial, on va écrire QR EI ou QRI. Voilà. Et donc, les concentrations, ça sera avec l'indice I, ici, I. Au cours de la transformation, donc là, on mettra bon, QR en cours de transformation et on laissera les concentrations comme ça. Et à l'état final, eh bien, ça sera QREF, EF, et donc là ça sera final, et ça c'est égal à KEC, bien sûr. D'accord. Alors, alors pourquoi on introduit cette grandeur? Donc, on va la calculer, on va expliquer après. Alors, cette grandeur, on peut dire que c'est voilà, c'est ça. Donc, au numérateur, on a une multiplication de concentration des espèces qui sont à droite, donc des produits, et au dénominateur, une multiplication des concentrations des espèces qui sont à gauche, donc c'est-à-dire des réactifs. Hein. Donc je vais noter ça comme ça. D'accord. Alors, donc, on va calculer le quotient de réaction à l'état initial, et on va voir qu'il y a 3 cas. Hein, 3 cas peuvent se présenter. Alors le premier cas, on calcule QR, le quotient de réaction à l'état initial, et on trouve KEC. Alors, KEC, c'est une donnée. Hein. Il y a des tables voilà, pour la constante d'équilibre est donnée. Hein. Il y a des tables de constante d'équilibre. Donc, le premier cas, eh bien, on a le quotient de réaction qui est égal à KEC. Eh bien, dans ce cas-là, le système n'évolue plus. Hein, puisque, donc, on trouve, là, hein, souvenez-vous de l'activité, le résultat qu'on a trouvé, le 3,6 qu'on a trouvé, c'était à l'état final. Donc si le quotient de réaction initial est égal à la constante d'équilibre, il ne se passe rien. Il ne se passe rien dans la réaction, dans le Bécher. Il n'y a pas d'évolution. Alors le système chimique, on dit qu'il est à l'équilibre, il n'évolue pas. Alors deuxième cas, on trouve que le quotient de réaction est inférieur à KEC. Prenons un exemple, par exemple. Hein. Voilà, voilà. Ce qu'on va faire, on va dire que au départ, on va imaginer qu'on ne met pas justement de B et de C. On met que du A et B. D'accord. Donc, au numérateur, comme on n'a pas de produit, on va avoir 0.
Et au dénominateur, comme on met les réactifs, on va avoir une certaine valeur. Hein. La concentration du réactif A et la concentration du réactif B. On ne met que A et B. Hein. On ne met pas B et C, pour expliquer. Donc du coup, notre quotient de réaction est nul. Donc il est inférieur à Kh. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Eh bien, on a dit que, ça c'est une règle générale, toutes les réactions limitées sont régies par une constante d'équilibre. C'est-à-dire que quand on a une réaction limitée, eh bien, à la fin de la réaction, eh bien, les concentrations des réactifs et des produits sont telles que c'est égal à Kh. Donc ça ne va pas rester comme ça. Ça va évoluer, hein, le quotient de réaction va évoluer, de telle sorte qu'une fois que tous les réactifs, tout ça, ont réagi, eh bien, le quotient de réaction sera égal à Kh. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, comme le quotient de réaction est inférieur à Kh, il est trop petit. Donc ça veut dire que le numérateur doit augmenter et le dénominateur diminuer. Ben, qu'est-ce qui va se passer? A et B vont réagir, il va se former du B, du C et du D. Donc du coup, les concentrations des produits ne vont plus être nulles, donc le numérateur va augmenter et forcément le dénominateur va diminuer. Et à un moment donné, ce quotient sera égal à Kh. Et là, ça va s'arrêter. D'accord? Donc ça, je l'ai écrit. Le système évolue jusqu'à ce que QR égale Kh. Donc ça veut dire que QR va augmenter. Concrètement, les produits augmentent, les réactifs diminuent. Et donc du coup, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réaction évolue dans le sens 1. Voilà. Donc pourquoi j'ai mis ça ici en rouge et ici en rouge? Parce que tout ça, c'est pas la peine de l'écrire hein, pour justifier les réponses. Hein. Si la question est dans quel sens évolue la réaction, et ben on écrit ça, dans ce cas-là, hein, on écrit ça et ça. Voilà, ça c'est sous-entendu. Alors l'autre cas, eh bien, c'est quand QRI est égal à Kh. Eh bien pareil, le quotient de réaction va évoluer jusqu'à ce que le quotient de réaction soit égal à Kh. Donc là, le quotient de réaction est trop grand. Ça veut dire que le numérateur doit diminuer. Donc ça veut dire que les espèces qui sont à droite de la flèche vont réagir pour aller former les espèces qui sont à gauche. C'est-à-dire que la réaction, elle va se faire dans le sens 2. Puisque on veut que cette concentration-là diminue. D'accord? Donc les espèces de droite doivent réagir, et la seule façon qu'elles réagissent, c'est que la réaction aille dans le sens 2. Et on veut que les réactifs augmentent. Voilà. Donc je vais écrire pareil, le système évolue hein, jusqu'à ce que ça. Donc cette fois-ci, on a QR doit diminuer, les produits diminuent, les réactifs augmentent, évolution dans le sens 2, ou sens indirect. Hein. Sens 1 c'est direct, sens 2 c'est indirect. Bon, bah vous faites l'exercice, vous mettez en pause et vous faites l'exercice 2. Alors ça. Alors, on y va. Exercice 2. Alors, on mélange 25 ml d'acide éthanoïque pur. Hein. Voilà, c'est H3COH. Donc ça fait 0,44 mol d'acide éthanoïque pur. 25 ml d'éthanol. Donc ça fait 0,43 pur aussi. Hein. 25 ml d'eau. Et 25 ml, ça c'est l'ester pur. Et donc ce qui fait 26 mol. D'accord? La densité n'est pas la même. C'est pour ça que les volumes sont les mêmes, mais pas les quantités. Les densités, quoi, les grosseurs des molécules, etc. etc. Des molécules petites, des molécules grosses. L'ester est gros, c'est pour ça qu'on en a un peu moins. De grosses molécules. Bon, enfin bref. Ces espèces réagissent selon l'équation. Donc ça c'est l'acide carboxylique plus l'alcool donne l'ester plus eau. Alors on précise que ici, l'eau ce n'est pas un solvant, c'est une espèce comme une autre. Hein. La constante d'équilibre à 25 degrés, on vous la donne, ça vaut 4 en gros. Alors la réaction évolue-t-elle dans le sens direct ou indirect? Donc autrement dit, on mélange ça, ça va évoluer. Alors est-ce que l'acide éthanoïque et l'alcool, leurs quantités vont diminuer ou est-ce qu'elles vont augmenter? On ne sait pas, voilà, ça va peut-être diminuer, ça va peut-être augmenter. Donc il va falloir expliquer la règle. Et la règle, c'est de comparer QR à Kh. D'accord? Donc il faut QR, le quotient de réaction à l'état initial et la constante d'équilibre. Donc il faut calculer le quotient de réaction à l'état initial. Alors on y va, on l'écrit.
Donc c'est produit sur réactif. Alors je vais peut-être pas écrire tout ça, c'est trop long à écrire. Moi je vais écrire ester. Hein, à droite, là, la grosse molécule, là, à droite, c'est. Hein, donc c'est ester, hein, je vais écrire comme ça. Ester à l'état initial, fois H2O à l'état initial, divisé. Alors je ne vais pas écrire non plus CH3COH, je vais écrire acide, hein, c'est plus simple. Acide à l'état initial, fois l'alcool, CH3, CH2OH, fois l'alcool, alcool à l'état initial. Bon, alors, donc du coup, il va falloir que je calcule les concentrations. Alors, je vais faire je calcule ici. Alors, je fais pour 1, et puis après, on ira plus vite pour les autres. Hein. Donc, ester à l'état initial. Eh bien, c'est la quantité d'ester à l'état initial divisé par le volume total. Alors, la quantité d'ester à l'état initial, c'est celui-là. Hein. Donc, c'est 0,26. Divisé par le volume total. Alors, le volume total, ça fait 100 millilitres. 100 millilitres, ça fait ça. Hein. Voilà, 0,1. Donc divisé par 0,1, ça revient multiplié par 10, donc ce qui fait 2,6 mol. Voilà. Donc du coup, QREI, c'est égal à 2,6 fois. Donc en fait, il suffit de multiplier donc, les quantités par 10. Hein. Donc on a dit l'eau. L'eau, c'est 1,4, donc ça va faire 14. Voilà. Ensuite, l'acide c'est 0,44, donc ça va faire 4,4. Et l'éthanol, ça fait 0,43, donc ça va faire 4,3. Voilà, donc on prend la calculatrice, donc ça je l'ai déjà fait, on trouve 1,9. Voilà. Et donc 1,9, eh bien, c'est inférieur à, je vais mettre en rouge, c'est inférieur à KEC, hein, parce que KEC vaut combien? Il vaut 4,01. Et on a dit que quand QR était inférieur à KEC, là, le système chimique, hein, évoluait dans le sens direct. Hein. Donc évolution dans le sens direct. Voilà. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire dans le sens direct, eh bien, ça veut dire que l'acide, il va y avoir moins d'acide, moins d'alcool, et plus, donc on va avoir moins de 0,44 et de 0,43, et on va avoir plus d'eau et plus d'ester. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Bon, bien, on reprend ici, ici. Alors, là, ce que je vais faire, bon, la leçon est finie, là, hein, donc je vais simplement faire des rappels d'oxydoréduction que vous avez vu l'an dernier. Voilà, vous pouvez avoir des questions là-dessus. Donc, quelques rappels d'oxydoréduction. Voilà, les rappels d'oxydoréduction. Donc là, bon, je vais rappeler, mais je ne vais pas reprendre à zéro, hein, d'accord, hein, c'est quand même un rappel. Donc, j'ai fait deux exemples. Hein. Donc, les ions Fe2+, réagissent sur les ions Cu2+, pour former les ions Fe3+, et Cu. Donc ce qu'on va faire, on va écrire les deux demi-équations redox, l'équation bilan, et puis on va redéfinir oxydant, réducteur, espèce oxydée, oxydation et tout le vocabulaire. Quoi. Alors on vous donne les données, hein, les couples redox, donc on met toujours l'oxydant d'abord, hein, et à gauche c'est l'oxydant, et à droite c'est le réducteur, c'est des couples ox-red, hein, comme acide-base, hein, ben là c'est ox-red. Hein. Voilà, donc écrire les deux demi-équations redox et l'équation bilan. Alors, on vous dit que la réaction est totale, très bien, comme ça on mettra une flèche. Alors, donc on y va. Alors, donc on dit que c'est Fe qui est un réactif, donc les réactifs on les met à gauche, hein, d'accord. Même pour les demi-équations redox, hein, les réactifs sont toujours écrits à gauche. Hein. Voilà, donc par exemple, c'est pas parce que Fe2+ est écrit à droite que je vais écrire Fe3+ à droite. Non, non, j'écris Fe2+ à gauche, parce que c'est le réactif, une flèche, Fe3+, d'accord. Et puis je mets l'électron là où la charge est la plus élevée. D'accord. Voilà. Donc un Fe, 2+, chargé de plus. Alors je mets une flèche sous cette flèche-là, et on fait pareil. Alors après c'est Cu2+. Donc Cu2+ à gauche, et Cu à droite, et les électrons à gauche. Voilà. Donc on tire un trait,
Voilà, donc on tire un trait pour faire l'équation bilan. Alors, dans l'équation bilan, les électrons ne doivent pas apparaître, donc on a toujours des électrons à gauche et à droite. Hein. Si vous avez des électrons sur le même côté, ça veut dire que vous êtes trompé. Donc il faut que le nombre d'électrons soit le même, ils ne doivent pas apparaître dans l'équation bilan, donc ici il faut multiplier tout par 2. Voilà, on tire un trait, et donc on écrit, voilà, 2Fe de plus AC, plus Cu de plus, une flèche, donne 2Fe3+, plus Cu, hein, solide. Voilà. Ok, voilà. Voilà, alors maintenant le vocabulaire. Alors l'espèce, donc les vocabulaires concernent les réactifs, hein, bien sûr. Donc l'espèce Fe de plus, vous voyez, il cède des électrons, donc réducteur cède, hein, réducteur cède. Voilà, donc réducteur cède des électrons, l'oxydant capte, hein, voilà, hein, l'oxydant capte, donc Cu de plus est un oxydant, voilà. Cette demi-équation redox, quand on a une perte d'électrons, c'est une oxydation. Alors pour vous souvenir de ça, vous pensez à l'oxydation du fer. L'oxydation du fer, c'est la rouille, hein, donc vous avez un morceau de fer qui est bien joli, bien brillant, et quand il est oxydé, il est tout rouillé. Et s'il est tout rouillé, c'est dû à la présence, un peu couleur orange, c'est dû à la présence des ions Fe3+, qui sont orange. D'accord ? Donc du coup, on pourrait écrire l'équation d'oxydation du fer, on peut l'écrire Fe, hein, solide, donne Fe3+, plus 3 électrons. Hein. Donc comme ça, vous retenez qu'une oxydation, c'est une perte d'électrons. Hein. Voilà, vous pensez à la rouille, hein, le fer qui s'oxyde. Donc l'oxydation est ici, puisque la perte d'électrons, on la voit ici. Voilà. Alors, autre vocabulaire ici, on peut dire que Fe2+ a été oxydé. D'accord, hein. Fe2+ a été oxydé, voilà. Alors, ici, eh bien, donc, du coup, ça c'est une réduction, hein. Un gain d'électrons, c'est une réduction, voilà, et on peut dire que Cu2+ a été réduit. Voilà. Alors, Fe2+, hein, vous voyez, c'est un réducteur. Alors, pourquoi on appelle ça un réducteur? Eh bien, parce que c'est lui qui réduit Cu2+, voilà. Et Fe2+, il a été oxydé parce que, voilà, il a perdu un électron. Voilà pour le vocabulaire. Alors, on donne la définition d'une réaction d'oxydoréduction, donc c'est un transfert d'électrons, hein, d'un réducteur vers un oxydant. Comme la réaction acide-base, c'est un transfert d'un ou plusieurs protons, hein, d'un acide vers une base. Alors voilà, donc là j'ai fait un exercice un peu difficile, le même genre d'exercice, hein, mais un peu difficile, voilà, pour qu'on voit un peu le cas. Voilà. Alors, donc on a une réaction qui se fait entre cette espèce-là, les ions dichromates, et cette espèce-là, c'est-à-dire l'éthanol. Alors d'abord, on écrit donc la demi-équation redox avec les ions dichromates. Donc ceci à gauche et ceci à droite. Réactif produit. Alors la première chose à faire, c'est équilibrer les éléments chimiques. Donc voilà, de l'espèce, hein, voilà. L'espèce étudiée, donc 2Cr, 1Cr, donc je mets un 2 ici. Alors ensuite, quand vous avez un élément oxygène qui apparaît, eh bien, il faut ajouter des molécules d'eau, c'est comme ça, hein, voilà, il faut appeler H2O. Donc j'ai 7 éléments oxygène ici qui apparaît, donc à droite, il faut que je mette 7 H2O. Voilà, alors le problème c'est qu'en mettant cet H2O, eh bien j'ai fait apparaître des H, hein, donc j'ai fait apparaître 14 H. Alors quand vous avez besoin d'éléments hydrogène, il faut mettre des ions H+, pas H, hein, H+, bah, de l'autre côté. Donc il m'en faut combien? J'en ai 14 à droite, donc il me faut 14 H+, à gauche. Voilà, et enfin il faut mettre les électrons. Alors, on regarde combien quelle charge on a ici. On a 2- et 14+, donc on a une charge de 12+ ici. Ici on a une charge de combien? Ça c'est neutre, on a une charge de 6+. Donc de 12+, il faut descendre de 12+ à 6+, donc on met les électrons là où la charge est la plus haute pour la faire baisser. Donc ici on va mettre 6 électrons. Voilà. Alors l'autre, le réactif c'est celui-là, hein, c'est l'éthanol et l'acide éthanoïque pour le produit. Voilà, donc on fait pareil. Alors on met, on compte, hein, 2C, 2C, donc ça c'est bon. Alors les hydrogènes, j'en ai combien? 3, 4, 5, 6. Donc 3, 4, 5, 6. Et ici j'en ai 3, 4. D'accord, 4 hydrogènes. Donc il me faut 2 H+. Hein, je mets 2 H+ à droite. Pardon, 2 H+ à droite. Les oxygènes, combien j'en ai d'oxygène? J'ai un oxygène ici, j'en ai deux ici, donc il faut que je mette plus H2O.
terrible. Voilà, plus H2O. Alors le problème c'est que j'ai rajouté 2H+ ici. Quoi, 2H. Donc il faut que je rajoute 2H. Hein. Voilà. Alors j'aurais pu, oui, j'aurais dû mettre d'abord les oxygènes. Ça aurait été plus simple hein, de mettre ici H2O. Bon, enfin bref. Ça aurait peut-être été un peu plus simple. Donc ensuite comment ça s'appelle, les électrons. Donc ici c'est neutre, ici c'est 4+, donc ici il faut que je mette 4E-. Voilà, on tire un trait. Ah ouais, pardon, j'étais trop vite. Ouais, bon, aussi on tire un trait. Et donc du coup il faut que le nombre d'électrons à gauche soit le même qu'à droite. Donc on peut très bien multiplier par 4 ici et 6 ici. Hein. Si je multiplie par 4, donc ça fait 4 fois 6, 24. Et ici, si je multiplie par 6, ça fait 6 fois 4, 24. Mais bon, on peut faire plus simple en mettant par 12. D'accord hein. Donc je vais faire x2 ici. Donc ça fait 2 fois 6 et ici fois 3. D'accord, ça fait 12 électrons. Ce qui compte, c'est que le nombre d'électrons soit le même. Hein. Donc on prend le plus simple. Hein, d'accord. Voilà. Donc ensuite, bon, bah, on distribue. Alors il faut faire attention. Là. Il faut faire attention parce que il y a des H+ à gauche et à droite. Hein, donc il ne faut pas se planter. Hein. Donc ici, donc on va écrire 2 CR2O7 de moins. Voilà. Alors ensuite, les H+, j'en ai combien? J'en ai 28. Ici, 14H+, j'en ai 28. Oh, merde, oh, tant pis. Hein. Donc j'en ai 28 ici. Et à droite, j'en ai combien? J'en ai 12. D'accord. Donc 28 moins 12, 16. Donc du coup, il y en a plus à gauche, donc 16. Ensuite, on écrit ça, hein, 3 fois ça. Voilà, alors j'ai oublié de mettre AC hein, ici, AC partout. Alors les molécules d'eau. Alors les molécules d'eau, j'en ai combien? J'en ai 14 ici. Et j'en ai seulement 3 ici. Donc du coup, à gauche, il n'y en aura pas. Donc je mets une flèche. Donc ça fait 4 CR3+. Ensuite, les molécules d'eau, donc on a dit 14 moins 3, ça fait 11 molécules d'eau. Et 3 comme ça. 3 acides acétiques, 3 acides éthanoïques, voilà. Allez, vous faites exercice 3 et 4, vous mettez en pause. Alors, 3 et 4. Alors, le dichlore réagit sur l'argent solide. Écrire les deux demi-équations redox. Alors, Cl2. C'est le réactif. Voilà, on laisse un petit espace. Et puis alors l'autre c'est quoi? C'est Cl-. On regarde les données. Hein. Donc on équilibre 2Cl, 2Cl. Voilà. Et on met les électrons donc à gauche. 2 électrons. Hein. 2 moins, 2 moins. Ensuite on met une flèche sous cette flèche là. Alors l'autre c'est Ag. Ag. Et qu'est-ce que c'est? C'est Ag+, hein, dans les couples redox. Ag+. Voilà, donc plus électrons. Voilà, on tire un trait. Même nombre d'électrons, x 2. Alors, donc Cl2 gaz, plus 2Ag solide, donne 2Cl-AC, plus 2Ag+. Donc 2Cl, 2Cl, 2Ag, 2Ag, neutre. Hein, voilà, il faut toujours bien vérifier la conservation des éléments chimiques et la conservation de la charge. Voilà. Donc vous mettez en pause et vous faites exercice 4. Ah non, mais j'ai pas fini. Donc là j'ai fait 1 et 2. Alors qu'est-ce qu'on demande? Réducteur. Donc réducteur cède, donc c'est lui qui cède, hop, réducteur. Voilà, c'est pas la peine de justifier. Alors quelle est la demi-équation qui correspond à une oxydation? Oxydation, perte d'électrons, donc c'est ça l'oxydation. Ensuite, quelle est l'espèce oxydée? Eh bien, je regarde l'oxydation, c'est Ag qui a été oxydé, hein, puisque c'est l'oxydation. Donc, hop, on met ça comme ça. Ag a été oxydé. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai fait. Allez, donc vous mettez en pause et vous faites le 4.
donc on y va. Bon, il faut écrire les deux demi-équations redox. Bon, l'équation bilan, bon, rien de... Alors, les ions hypochlorites, c'est les réactifs. Voilà, on laisse de l'espace. Alors, hypochlorite et ils se forment Cl-. D'accord, donc on y va. Donc 1Cl, 1Cl. Donc j'ai besoin d'eau, donc je mets H2O. Donc du coup 2H+. 2H+, et donc du coup il faut que je mette, c'est ça qui est le plus élevé, donc 2 électrons. Voilà, donc ça fait moins et moins. C'est bon. Je mets la flèche sous cette flèche. Et l'autre réactif c'est HO-. HO-, et le produit, je regarde le couple redox, O2. Alors, bah, écoutez, je vais déjà mettre 2O, 2O, hein, voilà, et puis ici 2H+. Plus 2H+. Voilà, et c'est ça qui est le plus élevé. Et donc du coup, il faut que je descende de 2+ à 2-, donc il me faut 4-, hein, 4-, hein, c'est ça. Donc je vérifie, donc ça c'est chargé de moins, et ça c'est chargé de moins, d'accord, hein. 2H, 2O, 2O, ok. Ok, on tire un trait. Voilà. Alors, 4 électrons, 2 électrons, fois 2. Donc 2ClO- AC. Voilà. Alors les H+, les ions H+, là j'en ai 4 et là j'en ai 2. Donc ça va faire plus 2H+. Voilà. Donc les électrons s'en vont. Donc maintenant c'est de là. Plus 2HO-, AC. Voilà. Donc 2Cl-. Voilà. Plus 2H2O. Liquide. Et plus O2. Gaz. Voilà. Donc on vérifie quand même. Hein. Donc 2Cl. Alors combien d'eau? Donc 2, 3, 4. 2, 3, 4 pour les eaux. Les H, j'en ai 4. Ici, j'en ai 4. C'est bon. Alors maintenant, la charge. La charge ici, donc ça se neutralise. Donc ça fait 2-. Et ça fait 2-. Donc c'est bon. Voilà. Et bien, ma foi, je crois que c'est terminé. Oui, c'est terminé. Voilà.